Interview avec Lincha qui est dans le building. Merci Lincha. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous savez que les interviews, des fois, on s'ennuie. Je vais casser le mythe, mais des fois on s'ennuie beaucoup. Et là, franchement, j'ai passé un très 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 bon moment. Merci beaucoup, mais vraiment. Merci à toi. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get. Yo 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 yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Je m'appelle Mac Parot et comme d'habitude, on est là pour vous présenter pas mal de choses. Déjà, juste les bonnes journées, les comment on appelle ça, les choses d'usage, hein, tu sais, la politesse d'usage. Donc voilà, bonjour, bonsoir, nous sommes samedi 19 octobre 2019, voilà, 19-19, allez-y, j'espère que vous avez fait votre petit loto, votre petit IRC, n'est-ce pas? Et vous avez mis le numéro 19 et que ça s'est bien passé. Donc voilà, comme d'habitude, je suis avec la team Street Diamond, donc ça me fait plaisir d'être sur Radio RGB, autour de cette grande table de bois massive. Il est à côté de moi. D'habitude, je commence toujours par les femmes. Mais aujourd'hui, j'ai commencé par un homme, n'est-ce pas? Honneur. Quel honneur. DJ Bad. Salut, comment ça va les amis? Ça, c'est toi, hein, après le Battle Bad là, qui a eu lieu à Sarcelles. Putain, c'est vrai que le Battle Bad... Excusez-moi, regarde, il rigole là-bas, ça foire. Non mais allô. Non mais allô quoi. Excusez-moi, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse là. Je me suis senti mal. Des applaudissements. Voilà, non, faut là, j'ai une musique pour ça. Ça fait... Ouais, c'est ça. Le gars, il a tué l'entrée du gars, moi. Je te jure. Le Battle Bad, c'était de la merde. Non, ouais, c'était du lourd, c'est passé il y a quelques temps maintenant, j'ai eu du mal à m'en remettre vu que j'étais très fatigué après. Mais ouais, c'était du lourd. Les Twins, ils ont gagné en finale. Enfin, ils se sont retrouvés l'un contre l'autre en finale hip-hop. En finale hip-hop, c'est ça. Après, il y a mon pote Ness là qui a gagné aussi en popping contre son ami Prince. Enfin, c'était violent. Nord Diamond, le russe, il a gagné contre un mec de Hollande. Il était en violent. break. Ouais, franchement, c'était il y avait un gros niveau cette année. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une tension. Le maire de Sarcelles a même dansé. Il a fait de la batterie. Ça, c'était le clou du spectacle. Les gens, ils se sont dit, mais non, mais pourquoi tu danses sur scène comme ça, là, t'es pas... Quand il a pris la batterie, là, les gens, ils étaient tous d'accord. Moi, déjà, quand j'ai vu le maire de Sarcelles arriver en Air Force One low, j'ai dit, ce n'est pas un maire comme les autres. Il est jeune, il est dynamique, il a dansé, il a essayé, voilà. Il a voulu phaser un petit peu. Mais tu sais que quand tu es dans un événement de danseurs, tu crois que tu sais danser. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, il supporte. C'est pas toujours le cas. Exactement. Et en tout cas, en l'occurrence. Mais là, franchement, il faut dire la vérité, c'est qu'il supporte à fond le truc. Déjà, l'ancienne municipalité, Monsieur Pouponi, soutenait l'événement. La nouvelle municipalité soutient aussi. Il faut dire que c'était un très bel événement, bien sûr. C'était fresh. Et que vraiment, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Et Cindy, bonsoir Cindy. Bonsoir, comment allez-vous? D'ailleurs, j'ai vu tes photos, n'est-ce pas, hein? J'ai vu tes photos avec certaines personnalités, avec un certain Laurent, avec un certain Larry, les Twins, n'est-ce pas? Ah ouais, carrément. Bah ouais, il y avait des personnages qui étaient dans les couloirs, donc je me suis dit pourquoi pas les interpeller, tant qu'à faire. Il y avait Salif Croc Boys qui était là aussi. Donc bon, ceux qui connaissent pas, c'est le jeune qui a dansé, qui s'est fait repérer sur les Champs-Élysées. En prenant les courriers de Michael Jackson. C'est ça, et qui a tourné partout. Il a fait Ellen DeGeneres, il a fait pas mal de médias outre-Atlantique et en France aussi. Et d'ailleurs, en ce moment-là, ils ont publié là, une vidéo où ils dansent tous les trois en fait. Ouais, au Red Bull Dance Your Style, c'était la semaine dernière, j'étais là-bas. C'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Cindy. Oui. On dit quoi là, ta semaine? Toi aussi Attends, Cindy. Cindy, non, elle a un compte. Cindy, elle a un compte privé. Donc vous voyez pas tout ce qu'elle fait.
Elle garde ça de son Ah ouais, côté. faut demander. Mais Après, Cindy, je t'ai après vu. je fais une réflexion concernant la demande et je vois s'il y a une possibilité de l'accepter ou pas. La meuf qui se la raconte. Cindy, je t'ai vu à côté d'une bouteille de champagne encore plus grande que toi. Déjà que je suis pas très grande, c'est souvent une remarque. Ouais, effectivement, j'ai participé à la dégustation de la marque de champagne de Lord Co City jeudi soir. Donc voilà, Comment s'appelle le champagne? Ascalon. Ascalon. Voilà. Des grosses bouteilles. Eh, franchement, là, je suis obligé de big up Cindy et big up l'entrepreneur qui est Lord Co City, franchement. Ouais, big up parce à que lui. franchement, là, pour le coup, c'est pas un petit truc là qui nous a sorti. Là. Mmh. Donc, le champagne, il n'est pas trouvable en fait en supermarché ni hypermarché. Il est que dans les grands palaces, les grands hôtels de Paris. Donc, faut vraiment Big up Lord avoir Co. le budget, quoi. Kiko Concrètement. Psycho. Il a fait un vrai truc, hein. Et il a fait un vrai truc, franchement, respect. Donc, Ça fait plaisir aussi de non, voir c'est bien. une personne comme ça, un entrepreneur Mmh. noir, martiniquais, Ouais. et faire ce genre de produit, tu vois. Donc il y a le champagne Marie-Césaire, n'est-ce pas? La sœur de Didi Ouais, Jairo. exactement. Et là, tu as ce D'ailleurs, je champagne-là. l'ai eu cette semaine au téléphone. Bah, Cindy, j'ai soif, Cindy. On a soif. Et on répète, on va quand même dire à J'ai l'antenne. soif et j'ai faim. On va quand même dire à l'antenne que voilà, pas d'abus d'alcool, etc. Non, tu non, vois, c'est dangereux à pour la consommer avec santé, modération. etc. Voilà. Mais quand même, tu aurais pu ramener quelques cartons. Non, ouais, non, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. On va attendre alors, on va attendre. On Faut va... penser aux amis quand même. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Quand je peux, voilà, je fais circuler. Mais bon, c'est pas aussi simple, quoi. On a entendu sa voix. Teddy, comment tu vas? Ah bah écoutez, content d'être de retour parmi vous les amis. Le retour de Teddy. Ah c'était dur, c'était dur. T'as travaillé dur. Ah ouais, ça a bossé après le tas, ça ouais, c'était tendu. Mais en tout cas, c'est bon, là, t'es de retour. Exactement. Tu sais que t'as manqué plein de choses. Ah je sais. T'as manqué le Drep Action, Ouais. t'as manqué le Move. Ouais, j'ai manqué le champagne. Ouais, On va quand même souhaiter un joyeux anniversaire à Teddy quand même. Joyeux anniversaire Ah, Teddy. merci les amis, merci. La semaine J'ai dernière. pris un peu de poil blanc sur la barbe, mais on fait avec. Un joyeux anniversaire à Laurent et qui est Aussi. Lo de l'équipe. Pareil, ouais. Voilà, ça pousse, hein, ça grandit. Hein. Oh là là, c'est impressionnant de les voir grandir peu à peu. Des grands Malvira comme ça. Et elle est là, elle est dans le building, elle est avec nous. Sandy est dans le building. Salut la team. Ah, Ben Africa is here. Et il y en a un qui nous a pas dit bonjour, il arrive en retard. Mais il est là, il est beau gosse. Il a cru qu'il allait passer en scred, Il a cru qu'il normal. allait passer en Mais en scred. fait, non. Mais non, comment tu vas? J'ai essayé de le faire en scred, ouais, j'avoue. C'est bon. Bon, ça va. Ça va? Content tranquille. d'être là. Bah, ça fait Ça fait plaisir. longtemps. Grave. Tout se passe. Bon, Toujours. Ça on va, est tu vas là. bien, Mac? On est là, je suis en Cindy, bidex, je gère, tu connais maman. déjà. Oui. Non mais c'est impressionnant parce que le gars, c'est l'Ox pousse là, il commence, il sort un petit une shinance là, tu vois. Le sport, tu sens que le gars pousse, le gars il est en Frangé. mode, tu vois, le gars ça Frangé. En fait, forme. le gars ça fait 1 an qu'il prépare l'été 2020. Le gars est là. Mais comment tu fais pour savoir? T'as l'habitude, tu fais des trucs comme ça des fois aussi. Hein. Il faut se préparer, tu as raison, il Mais faut oui, se préparer. faut se préparer. Attends. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes avec Sandy qui est dans le building. Donc, Sandy, déjà, avant de tout commencer, parce qu'il faut quand même que... faut qu'on soit honnête envers la population. Faut qu'on soit honnête, Sandy. Et aussi, parce qu'il ne faut pas que les personnes pensent que j'ai des familiarités bizarres avec Sandy, n'est-ce pas? Si je l'appelle cousine, sachez que Sandy est réellement ma cousine. Voilà. Cousine pour de vrai. Cousine pour de vrai. Donc si vous m'entendez dire hey cousine, c'est pas genre hey cousine. Ok, donc voilà, comme ça c'est dit, ça c'est fait et au moins on est raccord. Donc Sandy, on a pas mal de choses à dire à ton sujet et d'habitude c'est notre community manager qui a l'honneur de décrire un petit peu le taf des invités, mais en l'occurrence c'est moi qui vais le faire et je vais faire cela avec un très grand plaisir, bien sûr. Donc Sandy a créé que je me retrouve dans mes trucs parce que j'ai pas l'habitude moi de faire ça, mais voilà, créé par Sandy en 2018 à Ben Africa
est un site tout simplement qui a pour but de faire découvrir l'Afrique aux Afro-curieux et aux Afro-curieuses. Celle qui vient à peine de revenir d'un voyage seul au Rwanda emmène ses followers en voyage avec elle. Sécurité, logement, rencontre ou moments bizarres, rien n'est scripté, tout est partagé et vous pouvez être choqué, envoyer des messages, elle répond, il n'y a pas de problème. Le but, faire découvrir l'Afro World, Afrique, Antilles, Cuba, tout ce que tu veux. Colombie, tout. Voilà, loin des clichés véhiculés par les institutions ou certains médias, le tout à travers la littérature, les voyages, les rencontres, les débats et bien sûr, un truc très important, n'est-ce pas? La nourriture. L'importance de la nourriture. Il faut pas blaguer avec ça. Excellent résumé, excellent résumé de ce que fait Abnafrica, bravo. Merci. Je vais m'auto applause pour une fois. Auto big up, merci. Pas tous en même temps. Ralentissez dans le donc voilà, introduire un petit peu ce que fait Abnafrica. Donc on l'a dit, hein, c'est récent, mais ça arrivé de manière assez fulgurante sur les réseaux, partagé par beaucoup de monde. Tu as déjà fait de la téloche depuis, d'autres émissions. Parle-nous un petit peu de cette aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cette aventure? Je ne sais même pas si ça fait partie des questions que tu m'as posées, que je t'ai posées avant de commencer cette aventure. Non, même pas. Comment est-ce que ça m'est venu Abnafrica? Je pense que, comme beaucoup de choses qui nous animent, c'est des choses qui viennent un peu de l'enfance, des gens, de l'entourage, des choses qui sont autour de soi. Et moi, je viens d'une famille où j'ai un papa et une maman qui ont toujours été très fiers de leur identité d'homme et de femme noire. En tant que femme noire, femme aux cheveux crépus, j'ai jamais, ma soeur non plus, pensé à défriser mes cheveux ou à mettre des perruques sur ma tête, etc. Ils ont toujours voulu qu'on soit fiers de ce qu'on était, même si on était dans un pays où on était en minorité. Après, à côté de ça, je grandis, je vais à l'école, j'apprends plein de choses à l'école, j'apprends plein de choses sur le pays où je grandis, donc les grands hommes, les Napoléon, les De Gaulle et compagnie. Et après, quand je commence à m'intéresser un peu plus à l'histoire, quand je rentre en prépa, je commence à sortir du circuit scolaire, je commence à me rendre compte qu'il y a des choses que je vois sur des grands hommes noirs qui ont fait des choses, des grandes femmes noires, sur l'Afrique avant la colonisation et l'esclavage. Et je me dis qu'il y a des choses qui manquent, il y a des choses qu'on m'a pas apprises. Et je me dis que je vais commencer à faire des recherches. Je vois plein de trucs, je trouve que c'est des choses qui sont hyper importantes à partager et je me dis que je partage autour dans un site que j'ai appelé Abnafrica. Et du coup, il n'y a pas uniquement de l'histoire parce que c'est bien de voyager dans l'histoire, mais c'est bien de voyager dans ce qui est arrivé après cette histoire qu'on connaît tous, cette histoire qui nous est commune à tous. Et justement, c'est en allant sur le continent africain, en allant dans la Caraïbe, en allant en Amérique latine. Il y a plein de communautés noires en Colombie, au Brésil, même aux États-Unis, en Angleterre. Et il y a vraiment beaucoup de choses qu'on retrouve qui nous unit tous, en fait, en tant que communauté noire. Et c'est ça que j'essaie de partager sur Abnafrica. C'est bien dit, hein, vend bien le truc, hein. Franchement, on voit celle qui a été dans les pitchs, dans les réunions. Aïe, tu fais ça bien, je suis fier. Donc, Abnafrica, c'est très très bien organisé comme site internet. Il y a différentes catégories. Et je trouve déjà, ça aussi c'est important. C'est pas un site où c'est pas un fourre-tout, n'est-ce pas? Donc on retrouve pas mal de choses différentes, déjà vraiment des socles, hein, qui sont importants. Tu l'as dit, notre histoire, les Afro-Books, Afro-Globe-Trotter, Bref, je suis noir en entreprise, Afro-Agenda, Afro-Life, personnalité et les pays de l'afro-descendance. Donc ça, c'est les gros socles en fait d'Abnafrica. Et après ces gros socles, il y a des autres jonctions qui vont s'ajouter. Et parmi ces jonctions, c'est tout ce qu'on va retrouver comme lorsque tu partages par exemple une définition, Outesafsa, le concept Outesafsa. Et là, par exemple, Outesafsa sur le café, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui produisent à eux seuls plus de 60% de la production mondiale de cacao.
Et sur Ben Africa, par exemple, on pouvait apprendre que pourtant les cultivateurs de ces deux pays vivent pour la plupart dans une extrême pauvreté. La raison pour les 100 milliards de dollars que génèrent leurs brins, chaque année, seuls 6 milliards ils reviennent aux agriculteurs. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un blocus récemment de la part du Ghana, de ces pays. Mais que ce blocus n'a pas été jusqu'au bout. On pourrait penser aussi, parce que j'ai vu l'émulation qu'il y a eu autour de ça, j'ai eu l'occasion aussi de parler avec un homme d'affaires réputé que je nommerai pas. et en fait, si, je vais le nommer, Stanislas Zézé, voilà, donc, qui est une entreprise, une boîte de notation qui est en Côte d'Ivoire, donc c'est lui qui effectue, il a aussi noté le Sénégal, il note des pays, il note des business, etc. Donc entreprise, une boîte de notation. Et il faut savoir que quand le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait leur blocus justement pour pouvoir faire en sorte que le prix du cacao soit plus élevé, en fait, stratégiquement, ils ont un peu fait les trucs à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux faire un blocus et un truc qui fonctionne, il faut que tu te prépares. Donc ça demande beaucoup de temps de préparation. Le temps de préparation, c'est quoi? Le temps de préparation, c'est de prévoir aux indemnités que tu pourrais donner à tes agriculteurs pour pouvoir tenir pendant ce blocus. C'est aussi le fait de récolter et pouvoir créer des entrepôts énormes où tu stockes et où tu dis, où vraiment là tu dis, écoutez, on ne vous vend pas de cacao tant que les prix ne montent pas et tu stockes pendant 1 an, 2 ans, tu vois, s'il le faut, en attendant que le marché, les prix augmentent. Et malheureusement, tu vois, quand tu fais un blocus comme ça une première fois, c'est difficile de le faire à nouveau une deuxième fois parce qu'on t'a déjà vu arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des trucs qui ont été créés aussi, même de manière artificielle, il faut le savoir, sur le marché. Par exemple, pour le marché du riz, à un moment donné, il y avait eu le marché du riz qui avait augmenté. En fait, c'était fait complètement de manière artificielle. Ils avaient stocké. Et voilà. Et on peut utiliser ce truc-là à bon escient. Donc, juste pour dire que quand on fait des trucs, justement, il faut bien calculer. Il faut voir loin. Il ne faut pas regarder juste devant nos pieds. Donc voilà, petite parenthèse, mais j'avais envie de la partager avec vous. Merci pour l'information. Donc il y a pas mal de choses. Il y a C'est Histoire en nous. Donc pareil, là on apprend pas mal de choses sur l'histoire de tout le monde en fait, tout simplement. Là justement, je suis tombé sur l'histoire de comment s'appelle-t-il, Histoire en nous, surnommé le Edison noir. Granville T. Woods remporta à 2 reprises des procès contre Thomas Edison lui-même, qui lui contestait des découvertes. Avec plus de 60 brevets à son actif, il rendit les transports américains plus sûrs et performants grâce à la Rail Telegraphy, système de télécommunication en train et gare. Des choses que les gens ne savent pas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens comme Thomas Edison ou d'autres qui ne sont pas si réputés que ça dans le monde scientifique et qui ont pécho des inventions, des brevets à gauche, à droite. Qui ont été... Et il faut savoir que Thomas Edison, pour le coup, si vous regardez une série comme Big Bang Theory, tu vois, les mecs vont te dire que si t'es un Thomas Edison, ça veut dire que t'es un faux, tu vois. C'est une insulte qu'on te dit, tu vois, quand c'est ça. T'es un Thomas Edison, quoi? Comment ça, je suis un Thomas Edison? On se tape. Enfin bref, il y a beaucoup d'inventions qui ont été volées aux hommes et aux femmes noires. Aux esclaves aussi. Cette histoire-là, je l'ai tirée du livre d'Yves Antoine, qui a écrit 100 inventeurs et savants noirs qui ont changé le monde. Et du coup, j'avais fait un article où j'ai mis en lumière les 10 inventions qui m'ont le plus marqué. Et c'est fou de voir comment il y a énormément... Donc là, à cette époque, l'esclavage était terminé, la ségrégation, je crois, était terminée également. Mais il y a énormément d'inventions, même pendant l'esclavage. Il y a celui qui a inventé un procédé pour l'extraction de la vanille à La Réunion. C'était un esclave à l'époque, il était esclave. Et du coup, comme les esclaves n'étaient pas des êtres humains, c'était simplement des meubles, la personne qui a déclaré l'invention, c'était le maître lui-même. Bon, à la fin, il a essayé de rétablir la vérité, mais on se dit que là, c'est une histoire qu'on nous a racontée, mais combien d'histoires, combien d'inventions, combien de... Voilà, énormément, je pense, de choses qui ont été... Ça, c'est uniquement ce qui nous a été rapporté, donc c'est important de les mettre en avant, et c'est important que nous, en tant qu'afro-descendants, on soit au courant de ça, parce que c'est pas des choses
choses qui sont partagées à l'école. C'est pas des choses qui sont partagées à l'école. Et là, je suis en train de naviguer sur le site un peu. Je trouve que le site, il est vachement bien fait et c'est vachement important et ça devient de plus en plus commun entre nous de nous donner les informations, ces informations qui sont super importantes. Et je trouve que c'est une très bonne démarche parce que souvent, quand je parle avec des gens de couleur ou autres, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé dans leur histoire, ou ils vivent leur vie en fait. Ils vivent juste leur vie et ils subissent les choses de la vie qu'on peut leur faire subir, comme s'il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue et qu'on n'avait jamais rien fait dans l'histoire. En même temps, il faut voir juste les films, comment ils sont formatés, les films égyptiens, il y a des blancs, alors que bon... Whitewashing. Les gens, ils commencent à comprendre qu'en fait, l'Égypte, c'était pas ça. Je pense que c'est une grosse avancée que de faire ça et de prendre l'initiative d'eux, en fait. Et c'est vraiment pas mal parce qu'il y a un vrai travail de recherche et le site, il est vachement bien fait, je trouve. Et ben justement, faisons encore un petit détour par le site abenafrica.com, n'est-ce pas? Donc il y a aussi Patricia Beth qui est inventrice d'un laser permettant l'extraction de la cataracte, ombre dans l'œil qui peut rendre aveugle. Avant, l'extraction passait par un acte chirurgical lourd, plus maintenant, avec son invention qui est aujourd'hui utilisée dans la plupart des centres modernes d'ophtalmologie. Donc quand vous entendez les gens qui font des opérations là, et en 2, 4, 6, ils sortent de l'hôpital et ça se passe bien, il n'y a pas eu de... Voilà. C'est grâce à cette femme noire, non? Ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs qu'on ne sait pas toujours. Et voilà. C'est bien de... Et c'est pour ça aussi, tu vois, mais même, tu vois, tu utilises le terme personne de couleur. Moi, c'est un truc que j'utilise plus. Pourquoi, si je parle de personne de couleur, ben, ça voudra dire que je parle de tout le monde. Parce que j'inclus dans les personnes de couleur la couleur rouge, jaune, blanc, blanche, noire. C'est ce que je veux dire. Et ça pose encore en tant que référentiel. On est tous des hommes de couleur, en fait, au final. C'est ça. Je sais pas, ma pote, quand on l'appelle quand une personne blanche l'appelle femme de couleur, elle l'appelle sans couleur. Voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Quand on dit homme ou femme de couleur, c'est-à-dire qu'on pose un référentiel, une normalité. La normalité, c'est l'homme ou la femme blanche. Et donc, nous, on est l'autre, en fait. On est homme de couleur, femme de couleur. Donc, on est soit arabe, soit noir. Mais que le référentiel et la normalité, c'est l'homme blanc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est si toi, t'es un homme de couleur, l'autre est juste un homme. Exactement. Dunk à la mec, Jordan ou pas. Donc, il y a quelque chose en plus que l'autre n'a pas. Quelque chose en moins, je sais pas. Alors voilà, donc on va retourner sur le site abenafrica.com. Il y a Pays en nous. Donc là, justement, tu partageais un qui suis-je. Je suis merveilleuse. Et jadis, on me comparait à une perle. Si un jour tu viens chez moi... C'est moi, arrête, c'est moi. C'est moi, arrête. C'est de moi que tu parles. Ça doit être ça. Si un jour tu viens chez moi, tu devras payer en gourde. En 1803, oh, tu nous as jamais dit ton âge aussi, c'est vrai. En 1803, j'ai vaincu l'armée la plus puissante au monde. Alors, pour honorer mes ancêtres, j'ai repris le nom qu'ils m'avaient donné. De mon drapeau, j'ai arraché le blanc pour laisser que le rouge et le bleu. Je suis la première république noire. Qui suis-je? Qui suis-je? Il n'y a même pas la réponse sur le truc que j'ai. Franchement, vous, la première république noire. Là, vous me faites honte comme ça, c'est Diamond. Mon n'est pas alerte. La team, c'est Diamond. Tu m'excuseras, peut-être que quelqu'un technique dans la technique, peut sauver. Là, vous allez pas me faire la honte première comme ça. République noire. La première république noire qui a enlevé le blanc de son drapeau. La paire des Antilles. Aujourd'hui encore, on parle de paire des Antilles. Bien sûr, Merci. Haïti, mon gars, quand même. Ah oui. Haïti. Voilà. Je vous lance des applaudissements, mais un peu de thérapie. Excusez-moi, j'avais pas suivi l'histoire en fait. Oui. L'excuse. Le gars, il essaie de rattraper. Vous essayez de me faire honte devant ma cousine. Haïti, bien sûr, la magnifique. Haïti qui a enlevé justement le blanc de son drapeau. Donc, il y a le bleu et le rouge. Et voilà, et il y a aussi l'écriture, l'écriteau et tout, etc.
Donc voilà. Et d'ailleurs, ils font la fête du drapeau qui est super importante. Donc quand tu es haïtien, où que tu sois dans le monde, ben, tu fais la fête du drapeau et ça, je trouve ça mortel. Bon, les Martiniquais doivent faire la fête du drapeau du Lambi, de la camp de Lambi là. Non, j'ai vu cette histoire. Vas-y, polémique. Non, mais franchement, Sujet tabou. moi, franchement, le drapeau que arbore Kalash dans l'équipe a été décrié, le drapeau qu'il arbore, pour moi, voilà. Moi, Oui, je me réfère à ce. Mais Moi, je pense que pour drapeau. beaucoup de Martiniquais, le vrai drapeau pour eux, c'est celui-là. celui-là. Mais bon, Bah après, oui. on va pas non plus. J'espère qu'on nous prépare pas un drapeau avec, je sais pas moi. En Guadeloupe, ils vont mettre un sabre sur le drapeau. Non, faut pas que. Kenny, tu en penses quoi? Non, mais moi, je suis aussi choqué que vous. Hein. Je sais pas, la prochaine, ça va être quoi? Ils vont nous mettre un beau kit. Non, mais ça, on trouvera pas. Enfin, les gens vont pas comprendre le bouquet. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Tu vois, Ils vont voilà. voir un truc rond. Ils vont Mais se dire, pareil, voilà, mais c'est pareil, une planète, mais moi, la coque de Lambi, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est quoi? C'est une parodie, tu vois, parce que Kalash avait sorti son son juste un peu avant en plus. Et je vois ça sur le drapeau et je me dis, ils sont drôles comme les Martiniquais. Mais en fait, c'était pas une blague, quoi. C'était pas une blague. Et le pire, c'est quoi? C'est que le président de région, c'est quand même un indépendantiste à la base. Tu vois ce que je veux dire? Mais la politique qu'il mène, on sait que bon, ça va pas dans ce sens-là. Mais la Martinique fait ce qu'elle a à faire politiquement parlant. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des directives, il y a des trucs. Après, on ne sait pas. Hein. Parce que nous, on parle, on est des concitoyens. On ne sait pas ce qu'il y a encore plus haut à tel et tel niveau. Et moi, ça m'interroge en fait. Ça m'interroge que une personne et un parti majoritaire indépendantiste mettent un drapeau comme ça. Ça m'interroge sur qui vraiment finalement prend les décisions. Est-ce qu'il y avait autant de pression que ça? Les pressions venaient de qui? Pourquoi on n'a pas juste épousé l'autre drapeau et les convictions qui vont avec? Donc ça pose juste des questions. Moi, c'est juste ça, et c'est ce qu'il faut en fait, parce que quand tu es un afro-curieux ou une afro-curieuse, il faut se questionner et aller au bout de tout ça, parce que chaque drapeau a des significations fortes. Quand tu prends la plupart des États où on voit le rouge, le vert, etc., c'est aussi lié à Marcus Garvey. Il faut le savoir, les gens ne le savent pas. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Donc ouais, il y a du taf à faire, et on espère, parce que tu vois, quand tu vois le drapeau là de la Martinique et les couleurs qui sont dessus, par rapport, si tu regardes les drapeaux des nations africaines, ouais, c'est noir, rouge et vert. Il y a des significations. Ouais, puisque la Guyane, c'est aussi noir, rouge et vert. Mais après, définition de la Guyane, non, même pas. C'est même pas noir, rouge et vert. Il y a du jaune. C'est jaune, rouge et vert. En fait, c'est le vert pour la forêt, le jaune pour l'or de la Guyane, et le rouge pour le sang qui a été versé. Donc voilà pour ce qui est du drapeau de la Guyane, quoi. Sandy, il y a une question qu'on t'a pas posée, et je pense que les gens voudraient certainement savoir, parce qu'ils ne te connaissent pas personnellement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour mener un si beau site de manière si carrée, avec tous ces articles merveilleux? Je dors pas. Je dors peu. Dans la vraie vie, je suis acheteuse internationale software. Donc, je négocie des contrats de soft pour l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est un métier qui est assez prenant. Donc, 40 heures par semaine, etc., etc. Et quand je rentre le soir, et quand j'ai mes week-ends, je bosse sur Abnafrica pour faire le site. Merci d'ailleurs d'avoir dit qu'il était bien fait. Je me suis butée au tuto YouTube pendant des semaines et des semaines pour voir comment on fait un site internet. Et puis une fois que j'ai compris la chose, j'ai écrit du contenu et puis je l'ai mis au fur et à mesure. Mais en gros, pour l'instant, je fais les deux à côté et on verra où ça va me mener. Tu arrives à retirer quels sont les bénéfices que tu retrouves que tu retires de ça? Quand je parle de bénéfices, c'est bénéfices de tout ordre.
Ah, bénéfice de tout ordre. Alors pour l'instant, aucun, comme tu l'as dit, c'est un site qui est jeune, il a un peu plus d'1 an. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore concentrée sur toute la partie financière. J'ai des propositions, mais que je préfère organiser plutôt que de dire oui à droite, à gauche et arriver sur quelque chose qui n'est pas forcément du long terme. Après, pour tous les autres bénéfices, en 1 an, même en moins d'1 an, c'est vraiment énorme ce qu'on peut voir, les gens qu'on peut rencontrer quand on commence à se lancer dans des choses comme ça. On parle beaucoup, souvent négativement des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est pas bien, etc. Mais en fait, moi, c'est justement grâce à Instagram et Facebook et au fait de partager ça sur les réseaux que j'ai pu faire la rencontre d'énormément de personnes. Quand je suis, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu une chronique sur France O, dans Les Témoins d'Outre-mer. Il y a RFI aussi qui m'a contacté. Tout ça, c'est des personnes en fait qui me suivaient sur Instagram, qui aimaient le contenu que je partageais, parce que il y a le site internet, mais je suis vraiment très active sur Instagram, en story, ouais, exactement. Et toutes ces personnes-là m'ont vu sur les réseaux et par la suite m'ont contacté. Et il y a plein de gens aujourd'hui que je connaissais pas il y a 1 an et qui m'ont vu sur Instagram. J'ai participé à des conférences, etc. Et c'est vraiment ça, c'est les gens que je rencontre, c'est ce que j'apprends aussi, parce que quand je participe à des émissions comme ça ou quand je vais dans des conférences, on challenge aussi sur ce que tu partages, sur le contenu que tu partages. Par exemple, typiquement sur la Côte d'Ivoire et le Ghana, je ne savais pas cette information. Donc c'est tout ça, c'était ces échanges constants qui font qu'aujourd'hui, je suis contente d'Africa. Alors, pour juste mettre une petite précision par rapport à Marcus Garvey, justement, on parlait des drapeaux précédemment, il faut savoir qu'en 1920, lors de la création de l'Universal Negro Improvement Association, le mouvement panafricain de Marcus Garvey on présentait le nouveau drapeau de l'association des 3 couleurs. Le rouge symbolise le sang versé, le noir la couleur de peau des habitants de la nation africaine et le vert la richesse naturelle du continent. Garvey aurait déclaré au sujet du drapeau: « Montrez-moi une race ou une nation sans drapeau, je vous montrerai une race de gens sans fierté. » C'est ça, dans des chansons et dans des parodies, ils ont dit toutes les races ont un drapeau sauf les négros. C'est clair, mais ça a été dit de nous il y a 4 ans. Ils ne peuvent plus le dire maintenant. Ce drapeau sera repris par des groupes pro-noirs aux États-Unis, etc., etc. Et comme vous avez pu le constater, ça a été repris aussi dans d'autres pays d'Afrique noire. Donc voilà, c'était important de faire cette petite parenthèse parce que des fois, il faut quand même être précis, n'est-ce pas? Et que même si j'ai des souvenirs, l'âge passant et l'âge se faisant... La mémoire est fuyante. La mémoire est fuyante, mais bon, on était bien dedans. Donc voilà. Donc, on a parlé de tous ces volets. Pareil, où tu arrives avec tes 40 heures de taf, le site à gérer, comment tu fais pour trouver du temps pour lire, tout simplement? Ah, du temps pour lire. Avant Africa, je lisais beaucoup. J'avais un défi qui était de lire 27 livres en 27 semaines et de les résumer et de les partager sur le site. Et en fait, on se rend compte très vite que... en fait, on pense à une idée, donc on fait son site internet, on fait son contenu, et en fait, j'avais pas pensé à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que derrière, il y a des gens qui t'envoient plein de messages pour soit te poser des questions, soit te féliciter, soit te proposer des choses. Gérer des réseaux sociaux, c'est vraiment un métier à part entière. Je comprends pourquoi il y a des gens qui s'appellent community managers qui existent, parce que voilà. Et du coup, moi, je fais absolument tout ça, et du coup, j'arrive encore à lire 1 ou 2 livres par mois. Pas forcément à les partager tout de suite parce que derrière j'ai tout le reste à gérer, mais oui, je continue à lire parce que c'est hyper important pour moi. Est-ce que tu envisages d'agrandir l'équipe à Ben-Africa? J'ai vraiment beaucoup de projets pour Ben-Africa sur 2020, même fin 2019, dont effectivement l'intégration de quelques personnes pour m'aider à gérer toutes ces différentes rubriques. Il y a une rubrique qui marche très bien qui est l'Afro Agenda, où je partage toutes les bonnes sorties afro de la capitale et même sur le continent, même des fois aux Antilles si je trouve des événements intéressants. Et typiquement, j'aimerais trouver quelqu'un pour gérer cette partie-là. Moi, j'aime bien le community management, donc je pense que moi, je vais garder cette partie-là, mais je suis en train de voir comment organiser pour qu'Abnafrica grandisse et passe vraiment à l'étape supérieure. C'est pas facile de laisser des gens rentrer et laisser son bébé comme ça aux mains de personnes qu'on ne connaît pas. Ouais, exactement. Surtout quand on est un minimum perfectionniste, on se dit que
personne va réussir à faire exactement comme toi tu as envie de faire. Et tu dis que tu vas te perdre plus de temps à expliquer à la personne comment faire que toi-même le faire directement. Mais après, je pense que c'est ça, quand on a un projet, quand on veut qu'il grandisse, quand on veut pouvoir déléguer pour se concentrer à soit développer, soit penser à des nouvelles idées, les mettre en place, on est obligé à un moment donné, je pense, de déléguer. Et puis c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi, sur lequel il faut travailler. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tes parents t'avaient finalement donné une fierté, c'est-à-dire la fierté, mais de manière tout à fait inconsciente, donc, du moins toi tu l'as reçu de manière inconsciente, de porter tes propres cheveux, etc. etc. Et en fait, moi, je sais que encore récemment, je recevais des messages de tonton. Et ils m'envoyaient, tiens, tac, telle personne a fait tel truc, etc., etc. Et on avait fêté son anniversaire. Sur son gâteau, il y avait Monsieur Mandela, Nelson. Il y avait Martin Luther King. Et il y avait tonton qui était là aussi sur le gâteau. J'ai dit, des vrais bonhommes. Ah bah oui, franchement, ça a toujours été comme ça chez moi. Tu viens dans mon salon, c'est un tableau qui est assez connu, il y a écrit Thinker au-dessus, et tu vois Martin Luther King, Obama, Bob Marley, même si les gens disent qu'il a fait que chanter, il a pas fait que chanter. Non. Nelson Mandela, et t'as tout vers la droite de mon salon, t'as le discours I Have a Dream. Donc c'est vraiment dans cet environnement-là que moi j'ai grandi. Et je pense que oui, forcément, ça a eu un impact sur Abnafrica aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu es une Guadeloupéenne et que tu voyages partout dans le monde. Donc ça aussi, ça donne aussi un regard. Parce que des fois, tu peux avoir des Antillais qui n'osent pas aller vers l'Afrique ou des Africains qui n'osent pas aller faire les Antilles. Donc du coup, tu es une personne qui va partout et pas que dans ces endroits-là. Donc ça, c'est vraiment top. On va quand même envoyer un big shout out à tonton, big shout out à tonton et à Tati. Voilà, on va pas trop les nommer. On leur envoie une grosse dédicace. Dédicace à ma maman, dédicace à ma petite soeur. Non, mais parce que tu vois, quand tu as des parents comme ça qui arrivent à insuffler ce souffle et que les enfants poursuivent après, c'est mortel. C'est comme la passion du voyage finalement, parce que vous voyagez avec vos parents. Exactement. Depuis qu'on est petit, pareil, il n'y a pas une année où ils nous envoyaient pas soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Et même ne pas se limiter uniquement au pays de l'Afro-World, parce que souvent on me dit, oui, tu t'ennuies pas tout le temps à aller dans l'Afro-World, pays des Noirs, etc. Il y a plein de pays. Déjà, premièrement, j'ai voyagé énormément hors Afro-World, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle d'Afro-World, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Afrique, Antilles. En fait, l'Afro-World, c'est presque le monde entier. Les communautés noires aujourd'hui, elles sont présentes presque dans le monde entier. Exactement, donc on ne peut pas s'ennuyer. Et c'est vrai que quand, dans mon enfance, ils ont tout fait pour qu'on soit hyper ouvert culturellement. On a fait le tour de la France, on a énormément voyagé aussi en Europe. Donc c'est quelque chose aussi qu'ils ont partagé. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai lancé Abnafrica, c'était vraiment important pour moi de faire le pont. En fait, en tant que Guadeloupéenne, de faire le pont entre les Antilles et l'Afrique et vice-versa. C'était important pour moi de donner envie à l'afrodescendance d'aller découvrir ces deux parties du monde. Que quand un Congolais il va en Afrique, il va pas uniquement au Congo, qui se disent bah ouais, je vais partir en vacances au Sénégal, je vais partir en vacances au Kenya, je vais partir en vacances au Bénin, parce que ça ne lui pose pas forcément de problème de partir en vacances à Bali. Donc pourquoi ne pas aller dans les autres pays du continent. Et les Antilles, pareil, en tant que Guadeloupéenne, quand je vais aux Antilles, je suis pas forcément tout le temps obligée d'aller en Guadeloupe. Je peux aller comme je l'ai fait en mars dernier, tu peux aller à la Barbade, tu peux aller à la Dominique, tu peux aller à la Martinique et voir comment ça se passe, comment les autres communautés noires évoluent dans les sociétés. Ouais, exactement. Et on se rend compte de plein de choses, vraiment. C'est aussi important, là, je sens lointain derrière ma nuque et tout doucement venir d'une manière latente, les cris, les gens par rapport à Bob Marley qui ont entendu, ouais, ceux qui disent qu'il a fait que de la musique, mais il a pas fait que ça, comme tu disais auparavant. Il faut savoir que Bob Marley s'est fait tirer dessus, hein, pour les gens qui ne savent pas, que Bob Marley a vraiment participé, politiquement parlant, à essayer de relever les choses pour la Jamaïque. Il a prêté son image pour ça, il s'est fait tirer dessus pour ça. Il a vraiment défendu, il a pris des positions que plein de gens ne prenaient pas. Ne serait-ce que des positions dans ces années-là par rapport aux femmes.
t'entendais pas ça de cette manière-là à ces époques. Donc non, Bob Marley était loin d'être qu'un chanteur. Et d'ailleurs, je pense que combien de chanteurs rêveraient d'avoir des chansons comme Bob Marley qui se jouent encore peut-être 50 piges encore après sa mort, quoi. Tu vois, c'est juste un truc exceptionnel. Et quand tu parles de Bob Marley, tout le monde connaît Bob Marley. Voilà, tout le monde connaît Bob Marley. Il a passé toutes les communautés. Et tu vois, il nous a quittés, ce qui est triste. Mais ça aurait été... ça fait partie de ces grands hommes dont on aurait voulu avoir encore le message peut-être un peu plus longtemps, mais quelque part ils ont passé tellement de messages, il a été tellement productif aussi, parce que c'est ça aussi, c'est comme si, je dirais pas c'est comme s'il savait que, mais en tout cas quand il était là, le temps qu'il avait à être là, il a fait du concret. Donc moi c'est ce que je souhaite aussi à tout le monde, c'est pendant que vous êtes là, faisez du concret. Faisait Aben Africa. Donc on a parlé de ce volet-là et on a parlé des voyages. Donc là, tu nous reviens du Rwanda. Comment c'était ce trip au Rwanda? J'ai vu le Rwanda, c'est tellement beau, c'est tellement soin. Moi, il y a un truc que je voulais dire et c'était important. Et c'est pour ça que j'ai précisé dans ma bio, c'est que tu as voyagé seul au Rwanda. Et c'est l'un des pays les plus safe du continent pour les femmes. Ouais, honnêtement, c'est un pays des plus safe du continent. J'ai même envie de dire que c'est un des pays les plus safe au monde. Quand il y a ce fameux hashtag assez connu, qui a maintenant une dizaine d'années, je pense, l'Afrique qu'on nous montre pas, l'Afrique que ne nous montrent pas les médias. En fait, au Rwanda, j'étais en plein dedans. J'étais moi-même qui pourtant voyage sur le continent et je sais que voilà, il y a des choses, il y a une image, un cliché qu'on véhicule dans les médias de l'Afrique qui est complètement faux. Même moi en fait j'étais pas prête pour le Rwanda, donc je viens de rentrer récemment, j'essaie de m'en remettre, c'est compliqué, mais j'ai vraiment été extrêmement agréablement surprise de ce que j'ai vu dans ce pays-là, au niveau des infrastructures, au niveau de la propreté. J'ai jamais vu un pays aussi propre. Et en fait, quand j'étais dans la capitale, donc j'étais à Kigali. Moi qui pensais que Paris c'était propre. Rien à voir. Alors là, pour le coup, il y a plein d'autres villes qui sont plus propres que Paris. Alors, de loin, respecter Kigali là. Moi je dis censure. Quand tu étais à Kigali. Ouais, quand j'étais à Kigali, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, dans d'autres pays africains où je voyage, en général, quand on arrive dans la capitale, on peut faire des snaps, l'Afrique qu'on ne nous montre pas, etc. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, on se rend compte rapidement que c'est vrai que les infrastructures, les quartiers un peu stylés sont concentrés dans la capitale et pas dès forcément. Que tu t'éloignes un peu plus, tu sens la pauvreté. Exactement. Et là où j'ai été agréablement surprise, je le redis, au Rwanda, c'est vraiment dans des coins reculés. On avait cette propreté, on avait ces infrastructures, on avait ces routes goudronnées. Il y a aussi beaucoup de choses. Et c'est là où je dis que c'est important, nous, en tant qu'afrodescendants, de voyager. C'est que quand j'ai préparé mon itinéraire, donc je lis des articles de blog, etc., j'ai vu pas mal d'articles qui disaient que le Rwanda, c'était bien, mais que la population, ils sont un peu fermés, c'est des gens qui parlent pas, etc. Je n'ai jamais été aussi accompagnée et aussi aidée au Rwanda par des gens qui voyaient une femme seule, qui voyaient une femme noire et qui tout de suite commençaient à m'aider, etc. Et j'ai vraiment eu une vision différente de ce que j'avais pu voir sur les blogs. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rapport en tant qu'Africain de l'Est ou Africain de l'Ouest avec l'étranger, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui voyagent aussi sur le continent pour donner leur vision et pour donner envie à d'autres afrodescendants de venir et de se rendre compte que voilà, c'est vraiment différent. Il y a Positif, Réel Motivé qui dit on te le souhaite, super félicitations à toi. Sandy, Jean-Benoît, big up. Il y a Olivia Kero qui dit terriblement envie d'aller visiter le Rwanda là. il faut. Donc voilà. En même temps, le Rwanda c'est vraiment un pays magnifique. C'est un pays aussi politiquement passé, on sait tout ce qui s'est passé. Dès les premiers jours du voyage, on a pu voir des gens t'aborder. Quand tu mangeais au restaurant, truc de malade. Ça se passe au calme. Non mais là c'était vraiment c'est pour ça, ce voyage c'était vraiment la folie. En fait le tout premier soir, donc c'était vraiment mon tout premier dîner. C'est le moment où je me suis dit, mais sérieusement, t'es partie toute seule, une fois de plus, qu'est-ce qui t'a pris? Et j'étais sur le point de partir et il y a un homme qui est venu s'asseoir, qui a commencé à discuter avec moi et il m'a un peu expliqué où il habitait. Et au bout de 2-3 minutes, on a compris qu'en fait, on vivait dans la même maison, on était dans le même...
En fait, on était dans le même Airbnb, on n'était pas arrivés au même moment, donc on ne savait pas. Et donc lui, c'est un Nigérien qui venait pour une conférence au Convention Center, qui vient juste d'être construit au Rwanda. Et du coup, là aussi, c'est important aussi de voir... c'est intéressant de voir que quand des étrangers viennent dans ces pays-là, c'est pas uniquement des Européens, des Américains, etc. Qu'il y a aussi d'autres personnes, d'autres pays africains qui viennent. C'est hyper, c'est quelque chose d'hyper positif. Et donc voilà, ça a commencé avec Bola, donc ce Nigérian. J'ai rencontré tous les jours, tous les 2-3 jours, je rencontrais des gens, soit dans des after-work, soit parce que j'étais toute seule assise à un restaurant et que les gens étaient curieux de comprendre, de savoir pourquoi est-ce qu'une femme noire comme ça est toute seule assise à un restaurant, pose des questions. Et tous les jours, franchement, c'est le premier voyage seul où je me suis sentie autant entourée, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour venir me parler, poser des questions, hyper curieux, des gens qui comprenaient même pas en fait pourquoi tu viens voyager, mais tu viens pour le travail? Non, je viens pour voyager. Mais tu viens faire des recherches ici? Non, mais je viens juste pour voyager. Ils arrivent même pas à comprendre ça. Il y a forcément une raison un peu. Ouais, voilà. Non, je viens juste pour voir en fait. Et non, du coup, c'était vraiment une super expérience. Tu veux voir le fleuve Kigali, non? Il y avait une demoiselle qui est passée ici d'ailleurs, qui s'appelle Jessica Valoise, qui voyage beaucoup et qui disait: quand tu voyages toute seule ou quand tu voyages tout seul, tu n'es jamais seul en vérité. Tu es encore plus entouré que si tu avais du monde avec toi. Oui, clairement. C'est ouf. Et tout à l'heure, tu disais que sur ton site et tout, ça parlait aussi de bouffe. La bouffe au Rwanda, comment ça se passe? On vient de faire des ennemis là. C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Non, alors bon. Déjà, il faut savoir que moi, je suis pas difficile, j'aime la nourriture. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où il y a à manger, je suis satisfaite. Par contre, il faut le dire, Afrique de l'Ouest versus Afrique de l'Est, donc Sénégal, Côte d'Ivoire versus Kenya, Rwanda, il n'y a pas photo. L'expertise culinaire africaine, elle est à l'Ouest. Maintenant, au Rwanda, j'ai bien mangé. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est dans tous ces pays-là, donc Kenya, Rwanda, aussi un peu la Tanzanie, il y a énormément d'influences indiennes. Donc, quand vous allez aller au restaurant, vous allez voir beaucoup de samoussa, de chapati, en fait, de plein d'influences indiennes. Et vous avez aussi énormément de plats locaux. Il y a une boisson aussi un thé là-bas en fait qui boivent tout le temps, c'est thé, gingembre, citron, miel, partout où tu iras, tu trouveras ça. Monté. Moi aussi c'est monté, en plus quand je suis arrivée au Rwanda j'étais malade et je vois ça et je me dis non mais vraiment ce pays, ce voyage il est vraiment bien tombé. Ils font tout pour me séduire ce pays. Ils font tout pour me séduire mais vraiment il y a trop de choses. Je me suis dit il faut que je reste dans ce pays et donc non mais on mange très bien quand même au Rwanda. Ok, elle a dit quand même. C'est ça qui est chiant. Il y a une nuance, et justement il y a Karine Magne, gros bisous Karine, qui dit bon avec Samuel on va arrêter les pays asiatiques et on va visiter que l'Afrique à partir de maintenant. Il faut, honnêtement, il y a plein de pays, il y a le Rwanda, quand on n'a pas l'habitude de voyager en Afrique, il y a plein de... moi j'ai une petite liste de pays pour commencer quand on va en Afrique, et bon le Rwanda je ne savais pas, parce que comme je vous le dis j'étais pas prête, mais là clairement c'est dans ma liste. Quand on commence l'Afrique, aller au Rwanda, Sénégal, Côte d'Ivoire, bon Kenya, Afrique du Sud évidemment, il y a plein de premiers pays qu'on peut faire comme ça avant de, je sais pas, d'aller s'aventurer dans d'autres pays. Mais il y a vraiment plein de pays qui sont en termes de voyage, de tourisme, d'infrastructure, exactement au même niveau que des Bali, que des Thaïlande, et pourtant on n'y va pas, donc voilà. Il y a des choses quand tu es en voyage que tu n'as pas forcément eu envie de faire, par exemple, je sais que les safaris, à la base... Ouais. Tu n'es pas très motivé pour les safaris. Moi, ça me fait, tu sais, les safaris... Ça me fait penser un petit peu, c'est comme quand je vois les personnes qui sont justement à Bali, en Inde ou autre, et qui sont avec les éléphants. Et moi, tu vois, les gens qui sont sur le dos des éléphants, ou que les éléphants font des tours avec eux, ça me révulse, tu vois. Ça me révulse parce que tu sais que l'animal a souffert pour ça. Et d'ailleurs, il y a le film Dembo, il y a pas mal de choses à savoir là-dessus. Et il y a la réelle histoire, la véritable histoire de Dembo qui est carrément cruelle, qui est très triste. Et malgré tout, tu as fait un safari. Oui. Alors, ma réconciliation avec les safaris date de janvier dernier, quand j'ai fait mon premier voyage au Kenya. Donc, il faut savoir que le Kenya,
j'avais pas forcément envie d'aller parce que pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, quand je voyage, j'ai vraiment envie de faire des vrais voyages, de rencontrer des gens, rencontrer la culture. Je viens pas forcément pour les belles images. Et le Kenya ne m'intéressait pas parce que pour moi, justement, Kenya égale safari, un peu comme Afrique du Sud en fait. Et mais bon, j'avais une amie qui habitait au Kenya, donc je me suis dit c'est une bonne raison d'y aller. Je me suis rendu compte déjà, premièrement, que le Kenya, c'est la partie safari, c'est même pas 1/1000 de tout ce qu'on peut faire au Kenya. Et surtout, il y a une chose qu'il faut... Comment l'expliquer ? Moi, un peu comme Mathieu, comme Mac, quand je pense safari, je pense un peu, tu vois, les Allemands en short, bérets, avec leurs jumelles qui regardent les éléphants, ça m'attire pas en fait. Genre le fils de Trump, tu vois, ouais, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Mais essaie de ramener une tête de lion. Ouais, exactement. Bon, ouais, voilà. Et en fait, c'est pas parce que tout ce qui est réserve animale, animaux, nature, c'est aussi une des richesses qu'on a, nous, en Afrique. C'est une vraie richesse. C'est des choses que tu trouves pas dans les autres continents, parce que le climat n'est pas favorable, parce que ces animaux-là ne peuvent pas évoluer dans ces environnements-là, donc c'est une richesse. C'est pas parce qu'une richesse a été détournée, c'est pas parce qu'une richesse, on a une image de, des Allemands en short, etc., que nous, on peut pas aller profiter de ça. Et du coup, j'ai fait mon premier safari au Kenya en janvier dernier, et c'était absolument magnifique. Enfin, c'était parfait, en fait. C'était parfait. Le guide kényan nous expliquait tout ce qui est en rapport avec la nature. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on paye nos safaris, ça va vraiment pour la préservation de la réserve. C'est pas des éléphants ou des girafes qu'on a maltraités. C'est vraiment des animaux qui sont dans la nature, qui vivent tranquilles, qui nous regardent bizarrement quand ils nous voient dans la voiture avec nos smartphones comme ça. Donc c'est pas des gens, c'est pas des zoos en fait. Donc c'est intéressant d'aller voir aussi cette partie-là de l'Afrique. Quand on voyage, c'est surtout en Afrique de l'Est pour le coup. Quand on voyage, c'est intéressant d'aller voir ça aussi. Et je pense que c'est important de dire ça parce que finalement, ce genre de safari, là on aide à préserver justement une réserve naturelle. Et ça, c'est important de pouvoir préserver ce genre de zone. Et justement, par rapport au braconnage qui a lieu, etc. Donc, ils ont besoin d'argent, justement, pour pouvoir préserver tout ça. On sait qu'il y a aussi certains animaux certaines espèces en voie d'extinction, etc. Donc, il faut protéger les animaux. Et ce genre de réserve, je trouve justement que pour le coup c'est plutôt bien fait plutôt que le truc où tu vas voir l'éléphant qui saute, qui fait des bails, les photos, etc. Tu vois, là c'est encore un autre délire et je trouve que c'est super sympa en fait. Et ça fait aussi marcher le business local parce qu'il faut savoir que la plupart des guides, je l'ai vu au Rwanda, donc là il y a quelques jours, je l'ai vu aussi au Kenya, la plupart des guides qui font des visites sont des guides locaux, c'est soit des Kenyans, soit des Rwandais. Bon, pour les lodges c'est un peu plus compliqué, souvent ce sont des étrangers qui les gèrent, mais c'est de l'argent qu'on donne à notre communauté en fait. On reste dans le buy black, on reste on aide les business locaux des personnes qui veulent montrer les richesses de leur pays, donc c'est intéressant aussi. Il ne faut pas qu'on se bride juste parce que c'est une activité qu'on voit généralement faite par des blancs ou par des touristes ou des Allemands, etc. Il faut aussi nous qu'on profite de ça, je pense. Ouais, parce que finalement l'imaginaire par rapport auquel on a été construit, c'est l'imaginaire de Français, Européens, et donc on a vu certaines images, et des fois on va penser que ces images sont encore d'actualité, et finalement on fait ce que d'autres personnes font. On a l'impression que l'Afrique c'est comme ça, que la Guadeloupe c'est comme ça, la Martinique c'est comme ça, l'Asie c'est comme ça, mais en réalité les choses évoluent, les choses changent. Donc c'est aussi important de dire ça. Il y a des endroits avant, il y a des associations ou des clubs fermés avant où il y avait peut-être que des blancs, des hommes blancs, et que maintenant tu vois ces mêmes clubs fermés, c'est des femmes noires qui dirigent. Donc il faut pas rester fermé sur les idées du passé, il faut aussi pouvoir avancer. Il y a une question aussi que j'aimerais te poser, mais on va envoyer un big up à Madame la Big Boss Claudia qui a dit que la nourriture c'était ton sujet préféré. Et un big up à Samuel qui dit fier de la cousine et force pour tout ce que tu véhicules. Merci. Donc voilà. Donc on a parlé des voyages qui se passent bien. Mais quel pays t'a fait flipper ou à quelle occasion t'as flippé en voyage? Parce qu'on peut flipper en voyage sans flipper par rapport à un pays. Quand ça t'est arrivé des trucs désagréables, chelous, pas forcément
le truc du resto où tu as une personne au resto qui est un serveur qui est un peu chelou, à part les serveurs racistes, ça tu peux les balancer comme Wendy Zaibo, l'aventure qu'elle a vécue en Turquie. Ah ouais. Là on peut balancer tranquille, mais des vrais trucs. Quel truc t'as fait depuis que tu voyages un peu comme ça? Quel truc Je sais pas si je suis dans le déni, mais honnêtement, j'ai pas eu de gros problèmes dans l'Afro-World. J'ai eu des gros problèmes hors Afro-World quand j'avais voyagé toute seule au Mexique. J'avais eu des choses assez compliquées. Après, non, c'est juste que voilà, j'ai beau dire, le Rwanda, c'est un pays qui est safe, c'est vrai. On a vraiment tout de suite le sentiment de sécurité. Je le montre dans mes stories sur Instagram. Je rentre à 3h du mat sur un mototaxi sans problème. Vraiment, c'est quelque chose que je peux peut-être même pas faire ici dans certains quartiers à Paris. Après, c'est juste que il faut quand même faire toujours attention, parce que même dans des pays safe, on peut tomber sur des personnes qui sont un petit peu bizarres. Oui, bien sûr. Et à Paris, tu peux tomber sur plein de personnes bizarres. Exactement. Concrètement. Est-ce que Paris est une ville safe? Exactement. Et donc moi, ce que j'avais fait, en fait, d'habitude, je prépare toujours vraiment au carré tous mes itinéraires. Là, le Rwanda, j'avais eu beaucoup de mal parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un boulot à côté et c'était hyper compliqué de préparer cet itinéraire. Et disons que j'avais préparé que les 6 premiers jours. Et le reste, je l'ai fait vraiment au jour le jour. Je demandais aux gens comment on fait pour aller là. Ce qui est arrivé au Rwanda, et du coup, je conseillerais dans les articles que j'écrirais de ne pas faire la même chose, c'est que les nouvelles villes où j'arrivais le soir. Il faut savoir que le Rwanda, comme beaucoup de pays en Afrique, comme en Guadeloupe, il fait nuit très tôt. Donc il fait nuit vraiment vers 18-19h, il fait nuit en fait, nuit noire. Moi j'étais là, j'arrivais à 20h, 21h, dans le plus grand des calmes. Et il y a une ville où je suis arrivée, donc c'était à Kibuye. Kibuye, c'est vraiment sur la côte, enfin c'est vraiment à côté du lac Kivu. Le lac Kivu qui est un lac immense, tellement immense qu'en fait les bords du lac c'est des plages. Et en fait, quand tu arrives dans une ville un peu perdue, avec le lac tout autour de toi, tu vois juste des espèces de petites lumières et tout autour, c'est que des étendues. Et donc moi, ce que je fais en tant que femme seule qui voyage, j'ai toujours mon application Google où j'ai le chemin où je sais en fait dans combien de temps je vais arriver à mon hôtel. Et quand je demande au taxi-moto de m'amener à l'hôtel, je vois tout de suite dans combien de temps j'y serai, je vois le chemin, je vois tout. Donc en fait ça c'était, je crois que c'était cette semaine d'ailleurs. Donc j'arrive, je monte sur le mototaxi et je vois que je suis à 15 minutes de l'hôtel. Je lui demande, you sure, you know where it is? Donc il me dit oui, je sais où c'est, etc. Ok, pas de souci. Donc j'ai mes 2 gros sacs, je suis comme ça à moitié en train de trembler sur la moto. Et à un moment, je vois sur l'application qu'on est censé tourner à gauche. Maintenant, je vois, il continue tout droit. Après, je me dis, c'est pas grave. Peut-être que Google Maps... Franchement, la ville où j'étais, elle est un peu perdue. Donc, je me dis, peut-être que Google Maps n'est pas à jour et que du coup, ça va juste me rajouter 3 minutes. C'est lui qui connaît pas ce raccourci, c'est pas grave. Maintenant, le 15 minutes, il se transforme en 39 minutes. Il fait nuit noire. J'ai pas de réseau, d'ailleurs, j'ai même plus de crédit internet. Donc, c'était compliqué. Et là, franchement, honnêtement, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je suis sur une moto, soit je saute. Mais si je saute, je reste dans le noir. J'ai vu personne devant, j'ai vu personne derrière, donc je sais pas ce que je vais faire. Les histoires. Mais après, comme je l'ai dit, on est au Rwanda, voilà. Et non, franchement, j'ai eu peur. Aller 3-4 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte peut-être que le chemin à gauche n'était pas bon, je sais pas. Au bout de 3-4 minutes, le truc s'est redressé et en fait, le truc s'est retransformé en 5 minutes. Et je pense que lui-même avait utilisé un raccourci que Google ne connaissait pas. Et je suis arrivée dans le plus grand des calmes à mon hôtel, il n'y a pas eu de problème. Mais tout ce que je conseillerais, soit en tant que femme seule, ou soit même quand on voyage, même à 2, c'est d'arriver de jour. Déjà, on arrive plus sainement, on voit vraiment plus aux alentours et on panique pas et on n'a pas de problème. Ouais, mais les billets d'avion sont plus chers quand t'arrives la journée, c'est ça? Oui, exactement. Mais là, justement, moi je trouve que là c'est un sujet totalement faux. C'est un sujet sur lequel on va se poser bien comme il faut, parce qu'il y a vraiment des choses à dire en ce qui concerne l'achat des billets, la manière dont on arrive dans les pays, etc. Parce que j'entends ça depuis 10 piges. Depuis qu'on fait les émissions, etc., des gens qui disent que pour voyager, c'est très cher, c'est trop cher. Ouais. Alors qu'en fait, il y a tout un tas de techniques. Il y a même des comptes Insta, des sites qui favorisent en fait le fait de pouvoir voyager, qui peuvent vous aider, qui font des promos, en fait, qui incitent à utiliser les techniques, des différentes techniques justement pour prendre ces billets. Et ce que j'aime aussi par rapport à Ben Africa, c'est que tu partages
le prix, par exemple, tu as partagé le prix de ce voyage au Rwanda. Je donne absolument tout. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour acheter un billet, par exemple, pour le Rwanda? Et j'ai vu que toi-même, tu t'étais levé tôt. Ou tu t'étais couché tard, je ne sais pas, pour acheter ton billet, que tu étais bien contente et tu as bien dit, vous voyez que ça marche. Ouais, j'étais assez étonnée. Mais pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, il y a vraiment plein de techniques pour avoir des billets pas chers. Et c'est comme beaucoup de choses, des fois les gens veulent pas y croire et se disent ce serait trop facile, tout le monde le ferait. La preuve, en fait, quand les gens le font, parfois ça fonctionne. Donc là, en particulier pour le billet du Rwanda, donc je vais pas faire de suspense, j'ai eu mon billet à 380 €, ce qui est vraiment pas cher, aller-retour. Même si on est en période creuse, il faut savoir que la veille, pendant 3 jours, j'avais un peu regardé les billets et le billet le moins cher que j'avais trouvé, c'était 600 €. Vraiment, peut-être 590, mais pas plus. Et du coup, j'ai utilisé la fameuse technique de se réveiller tôt. La technique qui dit que quand tu te réveilles à 4h ou 5h du matin, tu as des billets moins chers. Et en général, apparemment, c'est le mardi soir. Donc, j'ai attendu d'être mardi soir. Donc, la nuit du mardi au mercredi, 4h du matin, j'allume mon PC, je vais sur mes sites préférés. Parce que, en fait, tous ces sites en fait, de compagnies aériennes, elles utilisent beaucoup les algorithmes. En fait, elles fonctionnent beaucoup avec ça. Donc, à partir du moment où elles ont capté que tu recherches un billet, forcément, à chaque fois que tu vas te connecter, en fait, il va te proposer un billet beaucoup plus cher que celui que tu as eu avant. Donc il faut toujours se connecter aux heures où personne n'est connecté. Voilà, et justement par rapport à ça, pour que l'algorithme ne voit pas que tu te connectes tout le temps, ce que j'avais partagé aussi sur Amnafrica, c'est de faire attention de se connecter toujours en navigateur privé. De manière à ce qu'on ne retrace pas ton historique et à ce qu'on ne te propose pas, qu'on n'augmente pas tes prix à chaque fois. Donc là, pour le coup, 380 €, j'étais assez étonnée. Souvent, ça coûte moins cher, mais pas autant. Là, on est sur des différences de plus de 100 €, donc j'étais agréablement surprise. Mais voilà, il y a plein de techniques. Il y a des sites aussi, comme tu en as parlé, il y a vraiment de plus en plus de sites qui font en sorte, même dans la diaspora, Buy Black, qui font en sorte de proposer des tarifs, des billets d'avion pas chers. Et donc voilà, moi c'est comme ça que j'organise mes voyages. Pareil, quand je réserve mes hôtels, je me connecte tout le temps sur Booking en fait, pour voir s'il y a de la place ou pas. Et une fois que j'ai vu qu'il y avait de la place, j'appelle directement l'hôtel. D'un côté, toi tu payes pas le surplus, et eux pareil de leur côté ne reversent rien à Booking, donc en fait tout le monde est content. Donc il y a vraiment plein d'astuces que je partage pour faire en sorte de pas voyager cher. Appelez directement les hôtels, les gens. Oui, parce qu'en plus, le pire, c'est que bien souvent, les tarifs peuvent être plus intéressants directement avec l'hôtel. Puis des fois, ils prennent le numéro de carte bleue, mais ils prennent le paiement que sur place. Donc c'est toujours plus avantageux. Ils débitent même pas, quelques tips comme ça. Et c'est aussi important, parce que quand on parle voyage, on parle effectivement prix du billet. On parle aussi passeport aussi, qu'il faut avoir en règle. Des fois, il peut y avoir visa, vaccin aussi. Donc, faut pas oublier ça. Mais ça doit pas freiner les personnes à voyager, justement, parce que je pense que, voilà, par exemple, pour aller en Guyane, il faut avoir le vaccin contre la fièvre jaune. Voilà, donc ça fait partie des trucs qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Et comme ça permet de pouvoir voyager un max. Donc, on l'a dit aussi, beaucoup de rencontres, finalement, aussi, parce que tu es très active, du coup, parce que, comment dirais-je, Amnafrica sur Insta, c'est vraiment devenu limite un média. Donc, du coup, on te retrouve dans des événements et on te suit pour les personnes qui n'ont pas l'audace ou qui ne sont pas encore prêtes, ou les personnes qui n'ont pas pu se déplacer. On peut voir des événements se dérouler. Oui. Sur Amnafrica ? Ouais. Oui. De quoi tu parles précisément ? Je sais pas, t'as été à plusieurs événements comme ça que t'as partagé avec tes followers. Oui, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu la chance de participer à l'événement, par exemple, de Black Finest, où j'ai parlé tout simplement de... Le thème de la soirée networking était sur la créativité dans la communauté. Et donc, j'ai parlé du fait que vraiment, Amnafrica, la plupart des choses que je dis, c'est des choses qui existent puisque je les sors des livres que je lis, des conférences où je vais. Et vraiment, ce que j'essaie de faire à travers Amnafrica, c'est de rendre la chose, de faire un petit paquet autour de la chose pour donner envie aux gens de l'apprendre et de le lire. Quand on parle des inventeurs noirs, quand on parle de Outé Safsa, c'est de faire des belles images, de faire
de faire un texte un petit peu hyper synthétique pour que voilà, les gens maintenant sont sur les réseaux et pour que les gens aient envie régulièrement, quotidiennement d'en apprendre plus sur la communauté. Donc c'est de ça que j'ai parlé à l'événement Meet and Chill de Black Finest. J'ai eu la chance de participer également à l'événement de... je sais pas si vous connaissez le compte Instagram Black Voyageur. Ou ces comptes, en fait c'est des comptes qui là on est un peu dans la même démarche. Pour eux c'est vraiment le monde, c'est que en fait quand nous-mêmes en tant qu'afro-descendants en France, quand on voit des gens partir en voyage, parcourir le monde, c'est souvent des blancs et du coup on se dit que le voyage c'est pas vraiment pour nous, que nous aller je sais pas aux États-Unis, enfin voilà, parcourir le monde c'est pas forcément des choses que nous on fait. Nous quand on prend l'avion c'est pour aller chez nous aux Antilles ou en Afrique et eux ce qu'ils veulent c'est vraiment donner envie aux afro-descendants de voyager, de parcourir le monde et sur leur compte Instagram ils partagent les photos de globetrotters noirs et donc voilà ils avaient fait un événement en mai où j'ai eu la chance de participer pour partager mon expérience d'Aben Africa. Ok, on l'a dit, abenafrica.com, vous pouvez y aller. Aben Africa, c'est aussi sur Insta, donc allez-y, inscrivez-vous parce que sur Insta, ça bouge beaucoup, il y a les stories, etc. etc. Donc c'est très interactif, il y a ce côté interactif qui est très présent, n'est-ce pas? Et on l'a dit, hein, les articles, là je suis sur le site et effectivement il y a pas mal d'articles qui ont été relayés, il y a des articles qui ont eu plus de succès que d'autres, mais forcément quand tu as fait l'article Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, qui était un homme noir, ça a été très partagé, mais il y a un article aussi que j'ai partagé dans ma story qui a intéressé pas mal de personnes. Un article encore sur la nourriture, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La base, manger avec les mains, c'est bon pour la santé. Ouais. Bah ouais, et c'est pour ça, parce que tout à l'heure, on parlait de l'histoire, on disait que c'était important que nous, en tant que Noirs, on sache qu'il y a eu des choses avant l'esclavage et la colonisation, qu'il y a eu des royaumes africains, qu'il y a eu des empires africains. Donc c'est important de relever l'estime qu'on a de nous-mêmes dans l'histoire, mais c'est important aussi, selon moi, de relever l'estime qu'on a par rapport à nous-mêmes, nos traditions et ce qu'on fait. Manger avec les mains aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement en Afrique, en Inde aussi on le fait, en Asie, mais c'est quelque chose qui est dans la société occidentale souvent relayé, qui est souvent dénigré. Manger avec les mains c'est les sauvages, manger à les mains c'est parce que tu sais pas manger avec les couverts et sauf donc c'est plus sain en fait. Exactement. C'est vraiment, cet article était très important pour moi parce que cet article disait en fait sois fier de qui tu es aussi aujourd'hui en fait et on se rend compte que manger avec les mains ça a plein de bienfaits pour la santé. Déjà ça envoie, en fait le fait de toucher la nourriture, ça envoie des signaux à ton cerveau qui va dire si la nourriture est chaude ou froide. Ça va libérer des enzymes qui vont préparer ton estomac. Manger avec les mains, c'est aussi au niveau de tout ce qui est... tu manges plus lentement, donc du coup, tu digères mieux. Tu apprécies exactement. Ouais, exactement. Et du coup, ça a énormément bien fait. Je vous invite à découvrir là. Moi, ma petite sœur, elle mange avec les mains, en fait. Ouais, mais, elle est partie en Inde, en fait, et depuis qu'elle a fait ce voyage, en fait, concrètement... Voilà. Mais quand j'ai sorti cet article-là, j'ai appris qu'il y avait des personnes autour de moi, en fait, qui me disaient « mais tu as trop raison, moi aussi, je mange avec les mains, mais je le dis pas aux gens parce que j'ai honte, etc. » Donc voilà, c'est important que des choses qui sont naturelles chez nous et qui sont parfois dénigrées, qu'on se dise « en fait, on le fait, et en fait, c'est bien, et en fait, tu devrais même faire pareil. » Voilà. C'est important de dire ça, et qu'il y a pas mal de choses qui se passent, même au niveau des nouvelles technologies. On sait que récemment, il y a eu un événement qui a eu lieu en Allemagne. Donc, un big shout-out à toutes les personnes qui ont participé à cet événement-là. Il y avait, je crois, peut-être 1 ou 2 entrepreneurs de la Martinique et de la Guadeloupe, et pas mal de Caribéens qui étaient présents. Et je pense que c'est important de comme ça pouvoir se rencontrer par-delà le monde et faire des conférences et justement partager le côté business. C'est aussi des choses qu'on retrouve beaucoup en France, où des afro-descendants et chefs d'entreprise ou aspirants chefs d'entreprise se rejoignent et apprennent comme ça les uns des autres, parce que niveau business, et il ne faut pas oublier qu'on est en Europe, donc il y a pas mal de choses en fait que tu peux faire niveau entreprise que tu ne pourrais pas faire si tu étais dans autre pays. Donc il faut aussi pouvoir profiter de tout ça, et c'est ce qu'offrait le Cariforum à Francfort récemment. Mais donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon, de fort, de frais à Aben Africa? C'est quoi la suite? Me souhaiter que Aben Africa continue à grandir. Ce qu'il faudrait me souhaiter, c'est que
je n'ai plus besoin d'aller me lever pour négocier des contrats de software et que Amn Africa devienne pleinement une activité à part entière. Voilà ce qu'on peut souhaiter. On te le souhaite alors. On te le souhaite. Moi, je crois que c'est vraiment possible. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que... en fait, faut changer la narrative, comme on dit. Il faut changer ce qu'on a appris, quoi. Ce qu'on a appris, on peut tout déconstruire. On peut créer nos propres médias. On a vu que, déjà, il faut savoir qu'il y a une perte de confiance de la population en général, d'une bonne partie de la population vis-à-vis des médias. Et il y a une autre chose aussi qui est importante. Il faut savoir que les marchés de niche qui ont été très sous-estimés sont véritablement très porteurs. Donc on s'en rend compte au niveau des chaînes YouTube spécialisées sur telle et telle thématique qui ont beaucoup de succès. On s'en rend compte au niveau des podcasts. On s'en rend compte par rapport à Twitch et les chaînes qui concernent les jeux vidéo, un marché qu'on sous-estimait il y a encore de ça quelques années et qui maintenant fait la nique à Hollywood. Donc il faut y aller, il faut foncer, il faut y croire, il faut faire des business plans et il faut à un moment donné partir du principe qu'on vient pour s'imposer pour de bon et pour de vrai et aller au bout des choses. Il faut s'allier aux bonnes personnes et il faut aller de l'avant, découvrir aussi, apprendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'aller dans les forums, dans les débats, d'aller dans ces rencontres où il y a des entrepreneurs et autres et pouvoir essayer de grappiller comme ça un petit peu d'expérience à gauche, à droite. Et on peut aussi se faire aussi des fois accompagner par des coachs. Choisissez juste des bons coachs. Donc voilà. Donc Sandy, c'était un vrai plaisir de te recevoir. C'était un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci l'équipe. Vrai grand plaisir. Franchement, tu nous as égayé. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, moi direct, c'est direct sur le Rwanda, c'est ceci, c'est cela. Il y a eu beaucoup de réactions sur Internet. Bachir Mbengue qui a dit great work. Fondateur du Paris Afro. Ouais. Donc voilà, c'est aussi important de faire découvrir toutes ces choses. Je crois que Kenny a quelque chose à dire. Oui, moi j'ai envie de te dire qu'il ne manque plus qu'à faire une petite rubrique, tu sais, co-voyage, ou tu sais, le blabla-car du voyage, tu sais. Parce que là, ça peut être un bon plan. Hein. C'est une idée, C'est une vraie idée, hein, Kenny. Je ne pouvais pas garder ça qu'on fasse des sous, normal. Les gars aussi n'est pas sérieux. Moi j'ai fait, gars, quand même tu balances comme ça, les gens écoutent l'émission. Après tu vas voir demain, il y a un truc qui sort. Demain il s'appelle Black Blablacar. Black Blabla Voyage. Et tu vois, normal, les gens partent en voyage comme ça, tous ensemble, super bien organisés. Hein, et dans les CGU, il y a marqué merci Kenny. Ça veut dire que je touche un truc à chaque fois en fait, c'est ça? Ça veut dire, tu touches le merci de l'écran. Tu touches l'écran. Juste dans l'écran, là. Tu auras quand même la satisfaction de voilà quoi. C'est comme les inventeurs en noir, ils ont eu l'habitude. Juste le serrage de poigne. Donc voilà, merci beaucoup. On a pas mal de choses. Je sais pas si tu veux rester un petit peu avec nous sur le plateau, mais il y a pas mal de choses qu'on doit.